Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Très heureux de pouvoir te rencontrer virtuellement. Malheureusement, la distance entre nos deux domiciles fait que c'est virtuellement que l'on se rencontre. Mais en tout cas, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. J'avais déjà été en contact avec toi pour Ultra Talk il y a quelques années. Mais le temps passe vite et pour toi et pour moi. En tout cas, voilà, je suis ravi sur ce podcast Dans la tête d'un cycliste et donc la capsule Le Talk, de pouvoir parler de ton parcours, mais surtout de ton actualité, puisque c'est vrai que tout ça est sorti dans la presse la semaine dernière, ta décision d'arrêter ta carrière de cycliste professionnel, tu vas nous en parler, mais pas que. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu vas bien justement une semaine après cet effet d'annonce ? Écoutez, oui, ça va bien. C'est vrai que oui, c'était pas une décision facile à prendre forcément, parce que j'ai fait du vélo toute ma vie, mais non, ça va bien parce que je l'accepte, parce que c'est ma décision. Donc c'est vrai que c'est toujours plus facile quand ça nous appartient. Donc non, ça va bien. Tout va bien pour moi en ce moment. Bon, on va creuser tout ça, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément, qui écoutent le podcast, qui soient fidèles auditeurs ou nouveaux justement, Tiffaine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les auditeurs ? Oui, pas de souci. Alors, du coup, je m'appelle Tiffaine Laurence, je suis bretonne, j'ai 25 ans déjà, tout fraîchement 25 ans. Que 25 ans. C'est ça. Et voilà, j'ai été cycliste professionnelle pendant 4 ans. Bon, officiellement, je suis encore cycliste parce que mon contrat se termine. 31 décembre. C'est ça, 31 décembre. Et j'ai fait du vélo depuis mes 12 ans à peu près. Je suis issue d'une famille de vélo, connue dans la Bretagne et au niveau national. Puis maintenant aussi un peu connue avec mon Au frère. niveau mondial. Au niveau mondial, c'est ça. Donc c'est vrai, vraie famille de vélo, terre de cyclistes aussi où j'habite. Donc Clairement. tout est réuni pour être cycliste. donc voilà. Alors c'est vrai que le cyclisme, c'est un peu une affaire de famille, très clairement, parce que tu es la fille donc, de Franck, cycliste professionnel dans les années 90, de Manuela, également championne de Bretagne de cyclisme. Tu es la sœur d'Axel, tout fraîchement champion du monde espoir. Donc c'est vrai que j'aurais presque tendance à dire, tu n'as débuté le cyclisme qu'à l'âge de 12 ans. Oui. Parce que j'imagine que petite, tu devais être sur le bord des routes, probablement, en train d'encourager peut-être papa ou maman Ouais, qui c'est étaient ça, sur leur vélo. parce que c'est vrai que mon père, du coup, il a continué le vélo. Moi, j'avais, je pense, 6-7 ans. Il était en troisième catégorie, puis deuxième catégorie. Donc, c'est vrai qu'on allait le voir le week-end. Et mon frère, lui, faisait du BMX dès l'âge de 4 ans. Donc, forcément, pas le choix d'aller le dimanche sur les routes. Mais oui, moi, j'ai commencé finalement un peu tard. Mais en fait, c'est juste que j'aimais pas le vélo avant. Pas du tout. J'ai fait beaucoup de sport, de la course à pied, de l'équitation, de la danse. J'ai un peu tout essayé. Alors pourquoi à 12 ans tu as eu ce déclic ? C'était quoi ? C'était la rencontre avec quelqu'un ? C'était un livre, un film ? Quelqu'un t'a inspiré ? T'as trouvé un mentor ? En fait, j'ai toujours été vraiment donc, dans chaque sport pratiqué. J'ai toujours fait de la compétition. Et en fait, je faisais de la course à pied au collège. J'allais le midi m'entraîner. Et il y a une copine à moi qui faisait du triathlon. Et donc, je faisais aussi de la natation en parallèle. Et puis voilà, la famille dans le vélo. Donc c'est vrai que tout s'est un peu rejoint et j'ai eu envie de faire du triathlon avec cette copine-là. Donc forcément, j'avais fait de la natation, de la course à pied, mais pas de vélo. Donc ma maman, elle avait un look à l'époque encore, un ancien look là. Donc mon papa, un jour, il m'a dit, bon, on va aller faire ton premier entraînement de vélo. Et pour l'anecdote, en fait, j'ai jamais fait de triathlon du coup. J'ai fait que du vélo directement. J'ai dit, oh, c'est trop bien, je vais faire que du vélo. Donc, finalement, j'ai jamais fait une seule compétition de triathlon. J'ai fait que du vélo, voilà. Intéressant de connaître cette anecdote. Donc effectivement, à 12 ans, tu fais tes premiers tours de roue. En 2013, il y a la première, je ne sais pas si on peut dire la première licence ou la première compétition. Mais en tout cas, moi, dans les différentes interviews et les écrits que j'ai pu trouver sur toi en préparant cette discussion. Donc 2013, première saison en cadette. Et ça veut dire qu'en gros, le cyclisme pour toi, ça a été un chapitre de vie de 10 ans
entre la première compétition et cette année. Alors, ça ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. Ce n'est pas parce que tu arrêtes le professionnalisme que tu ne fais plus de vélo. Mais il y a eu un chapitre de vie de 10 ans avec des titres de championne de France. Tu as fait de la route, tu as fait de la piste. Une participation au Tour de France, on va en parler. Avec un recul très très court. Mais aujourd'hui, quel regard tu portes sur ces 10 années où tu as franchi les échelons, les sélections, l'évolution également du cyclisme féminin. Quel regard tu portes sur ce chapitre de ta vie? C'est vrai que c'est un beau chapitre, un très beau chapitre. Et forcément, on dit souvent ça dans le sport, mais c'est vrai que le sport, c'est une belle école de la vie. Et c'est vrai que moi, tout de suite, j'ai voulu être sérieuse, rigoureuse dans ce que j'entreprenais. Et donc, finalement, on s'est toujours un peu... Je pense que les sportifs, on se sent toujours un peu en décalage parce que c'est vrai que, voilà, quand je suis arrivée au lycée, voilà, c'était la fête normalement, mais moi, jamais. Voilà, j'ai toujours voulu faire les choses bien et je suis tout de suite rentrée dans cette compétition. Finalement, j'ai toujours voulu faire de la compétition. Tu as tout de suite fait ce qu'on appelle dans le cyclisme, tu as tout de suite fait le métier, c'est-à-dire hyper sérieuse, l'envie de bien faire, à suivre tes entraînements, ton hygiène de vie et de gagner un maximum de compétition. Exactement. Et puis, mine de rien, quand j'ai fait ma première compétition, donc j'étais minime 2 et j'étais avec les cadettes. Et en fait, je fais tout de suite 6e ou 7e. Donc forcément, j'ai tout de suite fait des podiums. Donc, c'est sûr que c'est 2 fois plus motivant. Donc c'est aussi pour ça, je pense que j'ai continué vers cette voie-là. Mais oui, j'ai toujours voulu faire le métier et c'est vrai que en fait mon parcours il a été naturel en fait. J'ai fait de sélection en sélection et puis j'ai grandi voilà avec l'ADN de Bretagne, puis l'équipe de France. J'ai eu la chance d'arriver chez Arkea et puis et du coup voilà, je suis arrivée dans le milieu professionnel, mais j'avais déjà fait mes preuves avant. Et j'avais eu des titres, j'avais eu des belles sélections. Donc c'est vrai que c'est quand même un magnifique chapitre qui se ferme, oui, parce que les compétitions, forcément, là, ça va être... bon, je vais arrêter les compétitions. Mais oui, pour autant, voilà, j'ai toujours une sportive dans l'âme. Donc, je vais continuer de prendre mon vélo pour aller rouler. Mais non, c'est sûr que j'ai appris tellement de choses dans le vélo. C'est un sport qui te fait grandir, hein, voilà, parce que quand tu arrives en sélection et que tu as 14-15 ans et que tu pars déjà avec ta valise toute seule dans le train pour aller en Belgique ou en stage, c'est vrai que tu n'as pas le choix de grandir en fait. Finalement, tu grandis grâce à ton sport. Donc non, ouais, c'est un magnifique chapitre de ma vie qui se ferme aujourd'hui. Ouais. Alors c'est vrai, tu l'as dit, il y a des sélections à l'équipe de France, les titres, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Cette structuration également du professionnalisme, parce que tu l'as très bien dit, hein, j'ai grandi aussi avec les sélections, donc il y a eu effectivement les sélections régionales, les sélections nationales, des équipes en Bretagne effectivement, avant que le professionnalisme chez les filles se mette en place, c'était effectivement plus à travers des sélections régionales où tu pouvais aller chercher le haut niveau, et puis tu as vu le statut évoluer, puisque je crois qu'il y a encore quelques années, le statut, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que chez les femmes, le statut était encore amateur. Et que le statut professionnel chez les filles est arrivé il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est très récent. Ouais, le statut, il est arrivé que pour les World Tour, en fait. Que pour les World Tour. Ouais. C'est-à-dire, si tu es continentale, c'est-à-dire que, je prends l'exemple d'une fille qui nous écoute, elle va peut-être rejoindre une équipe continentale l'année prochaine, et sa copine, elle a le choix de rejoindre une World Tour. Okay. Sa copine sera professionnelle, et l'autre ne sera pas professionnelle. Ouais, alors sur les licences qu'on reçoit avec la FFC, je sais que voilà, il y a l'association, la FCC, et notamment André Cordon-Rago qui se bat pour exact. Ça. Ouais. Il y a sur les World Tour, quand tu es dans une équipe World Tour, sur ta licence, il y a écrit professionnel. Mais moi, par exemple, sur ma licence, il n'y a pas écrit professionnel. Donc, ça montre bien que voilà, le niveau World Tour, ça se professionnalise et c'est très très bien. Mais par contre, dans les continentales, les équipes continentales, il y a encore un gros travail à faire pour justement ça devienne voilà, ça se professionnalise et ça devienne un peu comme il y a que des lois comme les World Tour, quoi. Mais c'est vrai que voilà, j'ai vu cette évolution et je la vois encore. Et c'est vrai que oui, il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de discussions à avoir, je pense, autour du cyclisme féminin aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est intéressant. J'avais lu une interview de toi, effectivement, où tu disais il y a encore un peu de bricolage. Hein. C'est-à-dire que ça se structure, mais peut-être pas aussi vite qu'on l'aimerait. Mais il y a encore beaucoup de filles qui bricolent. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, alors qu'elles ont un statut et qu'elles font des courses avec les championnes le dimanche, le vendredi, elles bossent. Où elles travaillent, où elles sont en études pour pouvoir... et puis elles ont un petit job à côté justement pour pouvoir se financer un appartement, de pouvoir vivre normalement tout en ayant des exigences
c'est du haut ça. niveau. Donc j'imagine que toi, tu as dû en connaître probablement des dizaines de filles comme ça. Oui, bah oui, même bah C'est le voilà, aujourd'hui quotidien. dans le C'est le peloton, quotidien. Ouais. c'est au quotidien, hein, tout. Moi, voilà, je travaillais pas. Par contre, j'ai continué mes études. J'ai obtenu une licence parce que je savais qu'il me fallait à tout prix des études pour, bah voilà, le jour où ça s'arrête, euh, même pendant, hein, on ne sait jamais. Mais voilà, le jour où ça s'arrête, bah, que j'ai quelque chose parce que forcément, Tu bah, as fait des études dans quoi, Tiffaine? licence, j'ai fait une licence information communication. Ok. Et le fait justement de te dire, il faut que tu continues tes études, est-ce que c'est l'expérience familiale? Quand je dis expérience familiale, c'est le papa, la maman qui ont vécu ça, hein, le fait qu'une carrière peut s'arrêter sur une chute, déjà, premièrement. Il peut y avoir une blessure, mais après, c'est la vie qui est comme ça, hein. Les choses évoluent et puis ça ne dure pas. Donc, est-ce que la famille était plutôt bienveillante avec ça ou t'as bien encadré sur ce niveau-là? Non, ouais, alors en fait, c'était vraiment moi parce que j'ai toujours, on va dire, aimé l'école et travaillé. Donc c'est vrai, c'était plus moi Alors, qui a voulu. plutôt, tu avais peut-être des compétences. Ou en tout cas, parce que aimer l'école, moi j'en connais beaucoup qui ont aimé l'école, mais l'école ne les aimait pas, tu sais. C'est Tu vrai, vois. c'est Donc, vrai. donc, on va dire que tu avais des facilités à apprendre. C'est ça, oui, Ouais, c'est vrai forcément, que on aime l'école quand c'est comme ça, je peux c'est comprendre. vrai. Oui, oui, c'est vrai que j'ai toujours eu vraiment une bonne mémoire et puis des facilités à apprendre. Donc forcément, ça, on aime un peu plus l'école. Mais enfin, je disais dans le sens où moi j'aime beaucoup être organisée, avoir un planning et gérer mon temps et avoir des objectifs, même que ce soit à l'école ou dans le sport. C'est vrai que ben moi je savais qu'il y avait la licence à avoir, le bac, et c'est vrai que j'aime bien. Bah, je pense que c'est le sport qui m'a appris ça, hein, aussi d'être sérieuse. Donc voilà, c'était vraiment un souhait de ma part de continuer l'école. Et puis voilà, je savais, j'avais, on va dire, la maturité bah, je savais que l'école, voilà, ça allait me servir pour après, et que le vélo, ça n'allait pas durer toute ma vie. Donc je voulais vraiment être tranquille par rapport à ça. Comme ça, je savais qu'une fois que ma carrière était terminée, ben voilà, je pouvais rebondir de suite et pas ruminer, on va dire, et pendant des mois à chercher ce que je vais faire. Donc c'était Ouais, vraiment un souhait de ma part. c'était la bonne manière, très clairement. Et à quel moment tu termines tes études et tu es full-time sur le cyclisme? C'est-à-dire que quand tu es chez Arkea, est-ce que tu es toujours en phase d'études et tu finalises l'obtention de ta licence, ou est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, bon ben voilà, maintenant j'ai ma licence et je me focus, je me concentre sur mon statut de coureuse professionnelle? Alors, j'ai fait donc mes 2 premières RK, j'étais en licence. J'étais encore en études. Et par contre, mes 2 dernières années, là, donc ma dernière année chez RK et cette année plus soit où, là, j'étais vraiment full-time vélo. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand on est professionnel, tout en étant étudiante, avec l'obtention d'une licence à la fin de l'année, comment se prépare avec le coach, avec le directeur sportif, la saison? Est-ce qu'il y a une écoute active du monde du vélo? Je ne parle pas forcément que du team Arkea, hein, mais parce que tu discutes forcément avec les filles dans le peloton et tu sais aussi un petit peu ce qui se passe ailleurs sur ce sujet-là. Mais est-ce qu'il y a une écoute active des directeurs sportifs, des coachs sur le temps nécessaire pour l'apprentissage professionnel? Ou alors c'était compliqué pour toi de trouver du temps et pour t'entraîner et pour étudier? Alors, moi, c'est vrai que du coup, quand j'étais à Arkea, mon entraîneur, c'était Franck Renimal, donc il était aussi DS de l'équipe. Ce que je faisais, c'était sur TrainPix, je rentrais mon emploi du temps d'abord scolaire avec mes horaires. Et lui, il s'adaptait donc par rapport à ça. Et puis, bah, moi, je n'étais pas du genre à sécher les cours, on va dire. Donc, c'est vrai que je loupais pas de cours. Donc, vraiment, on s'adaptait en fait par rapport à mon emploi du temps scolaire. Donc, après, en licence, ça va parce que j'avais allé 15-20 heures maximum de cours par semaine. Donc, c'était pas non plus des grosses semaines. Et tu avais un statut de Euh, sportif de haut niveau, Tiffaine, ou pas? oui, ouais. Ouais. Et du coup, moi, mon école, j'avais par exemple le droit de pas être là à l'examen le jour J et de le rattraper plus tard. J'avais pas 0 d'office en fait. Donc ça, c'était des aides que mon école me mettait en place, mais parce que j'avais le statut de sportif professionnel, enfin de haut Et, niveau. et, et qu'est-ce que ça a changé pour toi l'année où tu pouvais être focus sur le vélo, justement? Est-ce que ça a été un soulagement dans ta concentration, dans ta préparation? Qu'est-ce que ça a changé? Donc tu restais dans la même équipe, dans la même structure, Arkea, où là, il n'y avait plus effectivement ces 15-20 heures de cours. Déjà, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es posé la question,
Est-ce que je continue ou est-ce que je rentre? Parce que tu aurais pu te dire, voilà, j'ai mon diplôme, maintenant, je rentre dans le monde du travail. Est-ce qu'à ce moment-là, donc c'est il y a 2 ans, hein, je pense, c'était il y a 2 ans, est-ce que tu t'es posé cette question ou est-ce que tu t'es dit, génial, maintenant, je vais vraiment pouvoir avoir des réponses à mes questions, je vais me focus et je vais me concentrer sur ma carrière professionnelle? Ouais, c'était surtout ça, moi. C'était parce que j'aurais pu continuer aussi en master. Bien sûr. Mais du coup, là, j'ai fait le choix parce que du coup, j'avais quand même 22 ans, 22, 23 ans, quand j'ai eu ma licence. Et donc, pour moi, là, c'était le moment ben, ça y est, là, je peux me concentrer à fond sur le vélo. Que ça donne. Donc, non, j'ai même pas pensé à rentrer dans le monde du travail. Moi, c'était sûr, voilà, je voulais vraiment voir ce que ça donnait le vélo à plein temps, quoi. Donc non, directement, j'ai hop, switché et c'était parti pour se donner à fond dans ma carrière, quoi. Et alors, ça se passe comment? Alors, ma question, c'est la suivante. C'est ça se passe comment quand on est full-time dessus? C'est-à-dire, on devient effectivement, on a 100% de son temps pour pratiquer sa passion, parce qu'à la base, certes, c'est ton métier, mais c'est un sport quand même passion à la base. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tes routines ont changé? Bah oui, c'est vrai que ça m'a fait bizarre les premiers mois parce qu'en plus, donc moi, quand j'ai eu ma licence, c'était en juin. Donc après, voilà, vite rentré dans la période hivernale. Et en vrai, je m'ennuyais, quoi. Je m'ennuyais parce que du coup, ben moi, j'étais toujours. En plus, j'avais mon appartement sur Vannes toute seule, donc je gérais mon temps avant quand j'étais à l'école. Donc mes journées étaient bien remplies. Et là, je me suis retrouvée à rouler le matin et puis après l'après-midi, bon, j'étais là, bon, ben ouais, Ouais, j'ai plus de ça, dossiers c'est à un vrai rendre. changement, tu sais. Ça, c'est un vrai changement parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer effectivement des cyclismes hommes professionnels et quand tu vois leur quotidien, effectivement, Ouais. c'est terminé la période où tu roulais toute une journée, tu faisais des bornes. Maintenant, c'est des entraînements chez les professionnels qui sont très spécifiques, Mhm. très adaptés, très pointus et les Ouais. coureurs ne roulent plus 8 heures par jour comme le faisait à une certaine époque. C'est très pointu. Ouais. Mm. Et donc, il y a beaucoup de temps libre à côté et parfois, ça peut être déstabilisant. Ça peut être déstabilisant parce que c'est Ouais. un sport, même si tu es dans une équipe, ben, vous êtes tous un peu éclatés aux 4 coins de la planète, je dirais, surtout dans l'équipe dans laquelle Ouais. tu es aujourd'hui. Peut-être un peu moins chez Arkea, mais en tout cas, vous ne vivez pas dans la même ville, dans le même immeuble et vous partez rouler ensemble. Non, c'est vraiment chacun, vous êtes éclaté un petit peu aux 4 Oui, coins c'est du ça. monde. T'es livré à toi-même, quoi. Mm. Et donc, il faut avoir une grosse force de caractère. Est-ce que ça a été difficile pour toi ou est-ce que tu as tout de suite trouvé ton rythme? Ouais, bah c'est vrai, comme je le disais au début, forcément, tu te demandes ce que tu vas faire de tes journées. Après, voilà, finalement, le monde professionnel, les entraînements sont tellement intenses, difficiles que, ben, après, tu trouves ta routine, tu vas rouler le matin, tu peux rentrer les 13h, 14h, tu manges, tu fais ta sieste, voilà, et puis tu arrives vite à 17h finalement. Et puis, bon, après, toi, tu sors un petit peu prendre l'air. Moi, voilà, ma maman, elle a les familles d'accueil, donc c'est vrai qu'à la maison, il y a quand même 3 enfants à temps plein. Donc, bon, bah, j'ai de quoi m'occuper, donc c'est vrai que je jouais avec les enfants, j'allais les chercher à l'école. Donc, finalement, j'ai vite trouvé mon rythme comme ça, et puis, bah, forcément, avec mon frère, c'était pareil, à deux, c'est plus facile. Puis des fois, on faisait de la musculation ensemble. L'hiver, on allait courir. Et puis après, en fait, quand on arrive dans la saison, c'est vrai que tout s'enchaîne. On ne voit pas le temps passer Ouais, parce tout que, s'enchaîne. C'est vrai que tu disais tout à l'heure que tu aimes bien ouais. quand il y a justement un agenda et les choses sont bien Mm. cadrées. Là, je pense qu'effectivement, la vie d'une coureuse professionnelle, c'est ça. C'est-à-dire que vous savez quand est-ce que vous courez, où est-ce que vous allez vous trouver, à quel moment tu dois faire tes blocs d'entraînement. Et donc, Ouais. vous avez quoi? Vous avez une visibilité à 3 mois, vous avez une visibilité à 6 mois? Oui, c'est ça. Moi, dans les équipes là, dans lesquelles j'étais, c'est vrai que j'avais un programme sur 2 à 3 mois. Voilà. Donc c'est vrai que enfin, ça permet de se projeter. Et du coup, en fait, en saison, comme on part souvent, parfois 15 jours dans un hôtel, etc., quand on rentre, là, par contre, on a envie de se poser. Donc c'est vrai que voilà, c'était plutôt la période hivernale qui a été un peu longue et je m'ennuyais un peu. Mais par contre, une fois que je suis rentrée en saison, bah là, c'était, voilà, quand j'arrive à la maison, bah, t'es content parce que tu revois ta famille, t'as envie de te poser un peu aussi, récupérer. Et tu recommences un cycle, en fait, d'entraînement pour ta prochaine compétition. Donc voilà, la saison, elle passe finalement très, très vite. On voit pas le temps passer quand on a la tête dans le guidon, comme on dit. Donc non, ça a été, on va dire, 2 mois où je cherchais un peu. Je me disais, bon, ça va être long. Mais finalement, non. Après, voilà, quand on veut vraiment être professionnel, c'est du temps, bah voilà, on peut consacrer 100% de son temps à son métier, son sport. Donc c'est un avantage aussi, hein. C'est vrai que au début on cherche, mais après on trouve vite
on trouve vite de quoi s'occuper. Donc ça a été après, ouais. Alors c'est vrai que tu parles de la tête dans le guidon, on en profite pour saluer nos deux jumeaux dans la tête d'un dans la tête d'un guidon qui nous ont permis d'être mis en relation. Un grand merci, un grand merci à eux. Et puis avant cette prise de décision, donc cette annonce en tout cas, la prise de décision elle remonte probablement, mais cette annonce la semaine dernière, il y a déjà eu, on va dire, un coup d'arrêt l'année passée puisque tu es chez Arkea. Et tu avais pris la décision de t'engager avec l'équipe féminine BNB Hotel, qui n'a jamais vu le jour. Donc là, ça se passe comment? Parce que là, ta carrière aurait pu s'arrêter là. Ouais. Tu aurais pu ne pas retrouver d'équipe. Tu aurais pu... Il y avait des tas de possibilités, mais là, qu'est-ce que tu t'es dit? Enfin, tu obtiens ton diplôme, tu te lances une année où tu es full-time chez Arkea. Et puis tu t'engages dans ce gros projet d'équipe féminine dans lequel il devait y avoir Audrey Cordon-Rago, si ma mémoire est bonne, BNB Hotel. Et puis finalement, ça ne voit pas le jour. Comment, dans ta tête, il se passe quoi à ce moment-là? Oui, c'est vrai que c'est une période très longue pour le coup parce qu'on n'avait aucune information et puis ouais, les mois, les semaines passaient, donc ça a été très très long. Et puis en plus, moi, mon frère était dans le même cas que moi. Donc à la maison, on était deux dans ce cas à ne pas savoir de quoi l'avenir était fait. Donc bon, en même temps, ça a été compliqué parce que voilà, deux fois plus de stress. Mais on s'est soutenu aussi, donc c'est vrai que ouais, ça a été une période très longue, très compliquée, avec beaucoup de questions. Les repas le soir à la maison, tous les soirs, c'était, on essayait d'imaginer des scénarios. Non, mais ça va partir. S'il y a ça, mais non. Donc on s'en mêlait les pinceaux, mais c'était aussi, on avait besoin de ça, de s'imaginer des choses parce que finalement, on n'avait rien. Et cette période, elle a duré combien de temps, Tiffaine? De moi, je suis rentrée en contact donc avec donc les frères Pinault, c'était fin septembre, et on a su que ça se faisait pas le 5 décembre. Ah, c'est long, hein. C'est long de mois. C'est très long de mois. Ouais, tout Et ouais, l'hiver. et est-ce que, alors, dans ton scénario du pire, on va dire, c'était quoi le plan B? C'était, je repasse un rang amateur, je cherche une équipe, j'arrête. Il y a probablement eu des plans C, des plans D, mais il se passait quoi derrière? Alors moi, c'était clair et net que je voulais pas repasser amateur. C'était soit je retrouvais une équipe, soit j'arrêtais. Voilà. Et tu t'étais fixé une deadline? Oui et non. Non, pas vraiment. C'est vrai que ben j'y pensais pas trop à ça. C'était plus parce que finalement j'ai pas cherché avant que ça s'arrête l'équipe parce que on y croyait. Bah oui, clairement. Parce qu'en fait on nous disait des choses qui nous laissaient penser que bah ça y est on allait recevoir nos contrats donc en plus juridiquement parlant on avait des promesses d'embauche donc tout ça c'était vraiment compliqué parce qu'on pouvait pas non plus chercher ailleurs signer un autre contrat parce qu'il y avait la promesse d'embauche et donc tant que bah tout ça n'était pas officiellement fini ben donc c'est Combien de vrai que coureurs étaient concernés par ça, Tiffany? Une quarantaine au total avec les équipes hommes et femmes. c'est ça plus le staff plus Plus le le staff staff. Oh là ouais là là là. c'est ça nous on devait être 13 filles à peu près. Et puis l'équipe homme, ils étaient une trentaine, ouais. Donc plus tout le staff, c'était au moins 100 personnes, quoi. Énorme. Un gros coup d'arrêt, gros coup d'arrêt. Et puis comment s'est fait la mise en relation avec l'équipe anglaise? Est-ce que c'est toi qui as fait la démarche? Est-ce que Pas du tout, c'est les Anglais qui sont venus vers toi? Parce que comme tu l'as c'est dit, ça. vous ne pouviez rien faire tant qu'il n'y avait pas la levée, Ouais, la levée du contrat en disant bah, finalement ça ne se fera pas. Donc bah, libre à vous de chercher ou d'arrêter ou de faire en gros ce que vous avez envie de faire. ouais. Comment ça s'est passé? Alors moi, je me souviendrai toujours, j'étais aux autres ponts score. J'étais devant le portail, j'étais avec mon copain, on allait voir le réseau. Et je reçois un message de l'équipe avant, c'était Waouh. Donc je reçois un message, le call Waouh sur Insta. Et au début, j'ai cru que c'était un faux compte, quoi, une blague. Voilà, et on se dit, mais non, non, c'est le vrai compte. Et donc, en fait, Tom Warney, le manager, m'a contacté via Instagram en me disant parce que lui, à ce moment-là, c'était un peu compliqué aussi, il venait de faire un sponsor, mais il en avait retrouvé un autre. Donc là, il avait en fait libéré, lui, ses filles avant, au mois d'octobre ou novembre. Et du coup, là, avec le nouveau sponsor, il recherchait des filles. Et comme il y avait l'histoire de BNB en même temps, il s'est dit, peut-être qu'il y a des filles de BNB qui vont vouloir venir chez moi. Du coup, comme elle, c'est pas sûr. Et du coup, il m'a contacté et on a eu 3, 4 rendez-vous et en fait, le feeling est très, très bien passé. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais en fait, j'ai pas cherché du tout. C'est Tom qui est venu à moi. Il a dû venir à moi une semaine avant qu'on nous annonce que ça s'arrête, quoi.
Ouais, donc ça s'est finalement Mm. pas mal goupillé. Donc j'imagine les Ouais. discussions, comme tu l'as dit, le soir à la maison. Et pour ton frère, comment ça s'est passé pareil ou c'était une autre histoire? Alors Axel, lui, donc il travaille avec une agence, donc il a un agent. Donc lui, ses agents, ils ont fait un très très beau boulot et c'est vrai que du coup, il avait quand même fait deuxième derrière Wout van Aert à Plouay, donc en World Tour, surtout pour sa première course World Tour. Donc ça l'a sauvé, on va dire un peu parce il a à l'époque là l'année dernière, il avait 21 ans, 21 ans, deuxième derrière Wout, Van Aert à Plouay. Ouais, à Plouay en plus, ouais. À Plouay, une grande course, ouais, À forcément la maison, ça aide, ça aide. donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont contacté mon frère. Et lui, pareil, en fait, de base, il devait signer à Quick Step. Une semaine et demie après, toujours pas de contrat. Et en fait, Patrick Lefebvre lui dit, bah non, en fait, on n'a plus l'argent, on n'a pas d'argent pour ton contrat. Donc voilà, pareil, nous, on s'est dit, bah on va appeler du monde, on va essayer de trouver de l'argent pour essayer de lui payer son année. Et puis en fait, là, du coup, ses agents, ils ont recherché. Et là, il y a Alpecin qui est venu sur la table. Il y avait AG2R. Il y avait quand même pas mal de belles équipes. Ouais, gros ascenseur. Chaque soir, ça devait être un ascenseur émotionnel autour de la table. C'était une catastrophe. Et je me souviendrai toujours quand Quickstep, du coup, a appelé Axel. Il était en haut. Moi, j'étais dans le canapé avec ma mère. Et là, il arrive. Il me dit, il y a encore un rebondissement. On s'est fait dire non. C'est pas possible. C'est vrai que c'était que ça, en fait. Un jour, c'était bon. Le lendemain, c'était plus bon. Et puis voilà, comme je disais, il y a Alpecin après qui est arrivé sur la table et ça a tout de suite matché. Et pareil, bah, on a signé nos contrats fin décembre, quoi. Tous les deux. Donc, Alors c'est vrai qu'on voit que l'histoire est quand même liée hein, entre vous deux jusqu'à ce moment-là, mais tu as pu aussi probablement mesurer de par toutes ces histoires les différences, alors je ne veux pas dire de traitement, mais les différences entre le cyclisme masculin et le cyclisme féminin. Certes, le Tour de France est arrivé depuis 2 ans, tu as participé cette année, tu nous en parleras, et toutes les lumières se braquent justement sur le Tour de France à ce moment-là, mais il y a aussi toute une saison à faire. Et il y a quand même des gros écarts. Est-ce que là aussi, tu as pu constater la différence entre le cyclisme féminin et le cyclisme masculin dans justement tous ces contrats, toutes ces préparations d'équipe, tous ces budgets? mm. Oui, forcément, parce que bah, du coup, moi, avec mon frère, on peut vraiment comparer parce que bah, voilà, on se dit tout. Et c'est vrai que voilà, c'est sûr que mon frère, il a un talent, c'est une pépite, comme on dit. Mais finalement, voilà, c'était que sa première année chez les pros. Et il avait quand même voilà, des beaux contrats sur la table, des belles équipes qui sont venues le chercher. Euh, et voilà, tout de suite, la différence de salaire, bah oui, elle est là. Moi, c'est ce que j'expliquais voilà, dans mes interviews il y a pas longtemps. Ouais, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau financier. Et comme je le disais voilà, au début de ce podcast, c'est vrai qu'il y a les World Tours qui sont vraiment bien aujourd'hui, les filles peuvent vraiment bien en vivre du cyclisme. Mais voilà, les continentales, non, c'est encore compliqué. Euh, et oui, moi, je vois tous les jours avec mon frère cette différence qu'il y a entre le cyclisme féminin et masculin, quoi. Et en plus, tu as vu l'évolution, parce que là, on parlait de ce chapitre de vie que tu as eu avec le haut niveau de 10 années. En 10 années, c'est plus du tout comparable. Enfin, on parle plus du même cyclisme féminin qui avait 10 ans. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que avant que tu nous parles de ta prise de décision, on va y venir, mais est-ce que dans le futur, tu souhaites garder un contact probablement de par le fait d'aller rouler en famille ou pas, ou avec des amis, mais est-ce que ton avenir sera peut-être tourné vers justement le cyclisme féminin, mais de l'intérieur, où tu vas peut-être aider à promouvoir, à aider à se structurer, ou est-ce que tu veux prendre du recul, peut-être avoir un parcours professionnel en lien avec tes études? Ouais, alors oui, moi c'est vrai que bah, du coup mes études, je peux quand même travailler, on va dire, dans le milieu du vélo, du sport. Voilà, moi j'aimerais bien travailler dans la communication, les médias, etc. Mais pour oui, rester dans le milieu du vélo, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que même si j'arrête, c'est aujourd'hui bah, ma passion encore et c'est ce que j'aime. Et non, oui, j'aimerais, moi si je peux aider voilà, le cyclisme féminin à évoluer c'est sûr que j'irai aider le cyclisme féminin parce que il y a tellement de belles choses à faire et bon, moi j'ai vécu la chose donc je pense que je suis légitime d'en parler. Mais là ça fait 2 ans, même plus, depuis le Covid, le premier confinement, je fais partie de l'association AFCC justement parce que Audrey Cornon-Rago m'avait contactée
Donc je suis dans l'association. Et voilà, c'est une association au niveau national qui veut aider le cyclisme féminin. Mais bizarrement, les filles n'adhèrent pas forcément à l'association. Et après, je pense que voilà, au niveau national, les filles encore qui sont amateurs, elles ont pas, voilà, elles savent pas comment réellement c'est au sein des structures. Donc c'est aussi ça un peu le problème. Mais non, moi si je peux aider, il y a aucun souci là-dessus. J'irai avec plaisir. Mais en tout cas, c'est vrai que tu l'as dit, hein, il y a vraiment cette masse de filles qui sont amateurs encore et qui peut-être se fantasment tout un monde du professionnalisme qui, dans la réalité, n'est peut-être pas justement réellement le cas. Ça, c'est intéressant que tu puisses nous partager ça, mais on va revenir juste un tout petit peu en arrière sur cette... dans ton parcours, plutôt que de parler de l'avenir, c'est cette prise de décision. Donc là, c'est sorti la semaine dernière, mais c'est quand cette prise de décision? Quand est-ce que tu t'es dit « Stop, j'arrête » ? Parce que c'est difficile, hein, ça doit probablement être très difficile. Tu as dû probablement toi-même te remettre en cause plusieurs fois, parce que quand on vient d'une famille de cyclistes, toute la famille a eu un lien très très fort avec le vélo. Le frère est champion du monde espoir. Tu as fait le Tour de France cette année. À quel moment, sincèrement, tu t'es dit « Stop » ? Eh ben, alors en fait, ça m'a traversé l'esprit comme ça, plusieurs fois cette saison. C'est cette petite voix intérieure, en fait, c'est ça, hein? Ça traversait Ouais, c'est l'esprit, ça. cette petite voix intérieure qui te disait, bon là, il faut arrêter, ou j'ai plus envie. Ouais, c'est ça, plusieurs fois, mais ça durait pas en fait, ça durait une journée quand j'étais sur mon vélo, que j'en avais ras-le-bol sous la pluie. Je me disais, oh, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, c'est plus ce que je veux. Et puis après, je repartais sur mes objectifs et puis c'était reparti, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois, mais il y avait rien de fondé, quoi. Il y avait rien de fondé. Je me disais, oh, c'est juste un passage, voilà, t'es moins bien. On se dit tout ça quand ça va pas sur le vélo. Et du Tour de France cette année. Et là, c'est très compliqué. Vraiment, c'est super compliqué. Pour qui, pourquoi je sais pas. Je pense que là, avec du recul, je pense qu'en fait, c'est comme si, bah voilà, la boucle était bouclée inconsciemment. Je sortais du Tour de France et c'était fini. Alors que bon, j'avais rien de fondé dans ma tête, mais ça a été ouais très compliqué mentalement, physiquement aussi. J'étais fatiguée, j'avais envie de rien faire, je me sentais pas bien. Et en fait, donc j'ai fait une semaine de coupure et quand il a fallu reprendre à rouler, j'arrivais pas à trouver cette nouvelle motivation pour aller m'entraîner. Je faisais 1 heure et demie, puis bah je rentrais parce que ça n'allait pas, j'avais pas envie, j'en avais marre. Ça, c'est terrible, hein. Ça, c'est terrible. Moi, Mm. j'ai fait du vélo, pas à ton niveau, hein, très clairement, mais j'ai connu cette sensation où tu suis un programme très sérieusement parce que tu veux être meilleur que tu ne l'es. Et en fait, au bout d'1 heure et demie, tu fais demi-tour parce que Ouais, tu as une moyenne qui est pathétique, puis tu n'as pas envie d'essayer de l'augmenter parce que tu n'y arrives plus. c'est Est-ce ça. que dans ce que tu décris, est-ce que c'était le début d'un burn-out? Est-ce que c'était une fatigue mentale, une fatigue physique, peut-être les deux? Le manque d'enthousiasme de manière générale? Je pense pas que c'était un burn-out, je pense que c'était juste euh, mon esprit, mon corps qui me disait ça y est, faut que t'arrêtes quoi. C'est le moment, t'as fait le tour et ces petites voix qui passaient de temps en temps cette saison et plusieurs fois aussi auparavant, bah ça y est, c'est peut-être le moment de te poser, de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Je pense que c'était plus ça. C'était bah je continuais parce que voilà, la saison elle continuait, j'avais des courses en septembre. Mais en fait, je pense que c'était juste, ben ouais, physiquement, mentalement, comme ça allait pas. Je pense que c'était plus juste mon corps et mon esprit qui me disaient, bah, là, pose-toi peut-être pour vraiment réfléchir aux questions que tu te posais avant. Parce que quand j'étais sur mon vélo, quand j'ai repris, je sortais quand même d'un Tour de France, j'ai fini le Tour de France, oh, c'était incroyable le Tourmalet, il y avait ma famille, c'était un magnifique souvenir. Et j'ai adoré ce Tour de France. Mais pour autant, c'est bizarre parce que quand il a fallu reprendre, j'étais pas motivée, quoi. Et, euh, et là, bah, forcément, tu te dis, bon, bah, surtout que mon équipe m'avait envoyé un contrat et depuis le mois de juin, en fait, vers juin, ils m'ont envoyé un contrat et je le signais pas ce contrat. Alors que les autres années, c'était directement, bon, bah, ok, je Ouais, c'était signais. déjà un signe. C'était déjà un signe. Bah, c'est ça, en fait. Là, je me suis dit, parce que du coup, mon manager, après le tour, il m'a dit, bon, bah, on se rappelle pour le contrat, etc. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai pas envie de signer ce contrat, quoi. Et ouais, donc j'en ai parlé. Ah, forcément, au début, c'est dur hein, d'en parler parce que Bah voilà. ouais, c'est clair, très clairement. Alors d'en parler à ton manager, mais d'en parler aussi à tes parents, à ta famille, à ton frère. Comment? Alors j'imagine très clairement qu'ils ont dû être à l'écoute, hein, parce que voilà, c'est normal. Mais comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça. En fait, le plus dur, c'est de forcément d'en parler. C'est toujours difficile hein, de dire ce qu'on ressent. Et en plus,
on n'est jamais sûr de soi au début. Là, quand c'est arrivé, ces questions, j'étais pas sûre de moi. Je savais pas si c'était juste une Tu te posais la patate. question, en fait, ouais, tu te posais la question. C'est ça. Donc, je me disais, ah, si j'en parle, mais qu'en fait, après, c'est pas, enfin, surtout si j'en parle à mon manager et à l'équipe, c'est surtout ça aussi parce que, ben, si je l'en parle, est-ce que le contrat il va quand même tenir? Si je change d'avis? Donc, il y a toutes ces questions qui rentraient en compte. Et en fait, d'abord, j'en ai parlé. Bon, je suis restée un peu une semaine comme ça, une semaine et demie, sans trop rien dire, et je ruminais moi dans ma tête. Après, je pense que ça se voyait que j'allais pas très bien. J'en ai parlé premier à mon copain, en fait. Je lui ai dit, mais moi, j'ai pas envie de rouler, quoi, parce qu'en fait, on était parti en camping-car faire un petit road trip après le tour, et c'était normalement ma semaine de reprise. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était de rester tranquille dans le camping-car et d'aller à la plage, quoi. Et non, fallait aller rouler. Et du coup, là, je lui ai dit, oh, j'ai pas envie de rouler, quoi. Et lui, il m'a dit, bah, roule pas, fais ce que, écoute-toi déjà parce que c'est important. Euh, et après, voilà, quand j'ai su que c'était vraiment quelque chose, ça a duré 1 jour, 3 semaines comme ça. Là, je me suis dit, non, là, c'est que c'est ancré, là, il faut prendre une décision. C'était quelqu'un avec qui je discutais un peu prépa mentale, Michael, il s'appelle. Et en fait, d'un coup, je lui ai envoyé un message, je dis, il faut que je t'appelle, il faut que je t'appelle. Parce que j'avais besoin de parler à une personne extérieure. Je voulais pas en parler à mes parents tout de suite parce que forcément, ils auraient pas eu ce recul peut-être sur Bien la sûr, situation. complètement. L'affectif serait rentré en compte. Et donc, j'ai eu Michael au téléphone pendant 1 heure. Et là, je me suis dit, bon, bah ouais, il a peut-être raison. Tout ce qu'il m'a dit, c'était vraiment des choses que je ressentais. Et ça, juste après cet appel, bah, je suis allée parler directement à ma maman. Ça m'a aussi débloqué parce que forcément, j'avais cette appréhension, ce stress. Parce que bah voilà, nous on vit pour le vélo. Mon frère, il venait, ça faisait 15 jours qu'il était champion du monde, donc tout le monde était sur le petit nuage, voilà, du cyclisme. Voilà, j'ai envie de dire, on est sur le toit du monde. Voilà, la famille Laurence est sur le toit du monde. Et et c'est vrai que c'était compliqué parce que du coup j'avais aussi ces deux sentiments. J'étais super fière de mon frère et j'étais super heureuse. Il me faisait rêver en fait aussi. Voilà, je me disais, ben voilà, tout est encore possible. Mais en même temps, j'avais ce côté de moi qui me disait, ben non, il y a quelque chose qui va pas. Donc c'était très bizarre comme sensation. Et là, quand j'en ai parlé à ma mère, en fait, tout de suite, elle m'a dit, mais c'est ta vie. Si tu veux arrêter, tu arrêtes. Nous, on va pas te forcer à faire quelque chose qui te plaît pas. Le vélo, c'est tellement dur Ouais, qu'il c'est faut. tellement exigeant. Et puis tu l'as dit avec beaucoup de déplacements. Il y a aussi ce sacrifice, pas forcément en Ouais, entraînement, hein, mais il y a tous les déplacements avec des courses qui s'enchaînent très régulièrement de février à novembre. Et ouais, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. c'est ça. Parce que oui, voilà, on sacrifie voilà toute notre vie. Moi, j'ai toujours sacrifié beaucoup de choses. Voilà, des anniversaires, de la famille, des amis, pas mal d'événements. Et bah, c'est vrai que on se demande on se demande quelle est la suite. Et non, moi, ma famille, ils m'ont dit c'est tellement de sacrifices, tellement dur que si t'es pas à 100%, ça sert à rien. Ça sert à rien de continuer. Et en fait, je me voyais pas. Je savais que si j'allais signer ce contrat et voilà que l'année suivante allait arriver, je savais que j'allais pas être à 100%. Et moi, c'est quelque chose que je veux pas. Quand je fais quelque chose, c'est à fond et je suis sérieuse. Et là, je savais que ça n'allait pas. C'est Ça n'allait intéressant pas. c'est intéressant ce que tu partages parce que dans ce qu'on a pu lire la semaine dernière, quand la presse certains articles sont sortis, le lien était uniquement fait sur le côté financier. Ouais, C'est-à-dire totalement. que le lien était uniquement fait sur bah, Tiffen, elle arrête parce qu'en gros, elle gagne pas assez Ouais. d'oseille. En gros, c'était Euh, ça. C'était Et, pas. et- et Ouais, dans c'est ce que ça. tu dis, à aucun moment là, la question n'est rentrée en compte. C'est-à-dire que le questionnement, tu aurais pu te poser plein de questions sur est-ce que je fais, est-ce que j'accepte les sacrifices? Oui, non. Est-ce que je suis encore prêt à m'entraîner? Oui, non. Est-ce que je gagne assez? Oui, non. Là, à aucun moment, cette question financière n'est rentrée en compte. Donc, voilà, quelque part, ça fait plaisir. Ça veut dire que tu as cet amour du vélo et que la passion entrait en ligne de compte. Mais alors, moi, me vient cette question. Mais quand tu vois sortir ces articles où, en gros, ben, ta décision ne s'est faite que sur une réflexion financière, Ouais. Mm. quand tu as vu ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Bah, je me suis dit, bah, c'est sûr que, Il faut voilà, sortir des gros titres pour accrocher. Hein. Voilà. parler d'argent, ça fait tout de suite des vues, ça c'est clair. Euh, Après, c'est sûr que quand je me suis posée fin août, je me suis dit, bon, maintenant, c'est quoi les projets? Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Forcément, je me suis dit, ben voilà, je gagnais pas grand-chose, ça c'est sûr. Et je me suis quand même posé cette question à un moment donné parce que
Je me suis Oui, dit, ça bon, qu'est-ce rentre que je forcément en fais? ligne de compte. Quand on est professionnel, ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, tu es professionnel, donc on te donne un salaire pour une prestation, pour un travail, voilà. Donc à un moment donné, si tu fais le nombre d'heures, si tu calcules au nombre horaire, bon, dans le cyclisme, Totalement. waouh. Et en fait, cette question, de l'argent, elle est forcément rentrée en compte, mais non, on va dire dans le second plan. Parce que moi, je réfléchissais, je me disais, en fait, là, j'ai pas vraiment fait de résultats. C'était aussi ça. J'ai pas fait vraiment de résultats. Mais en fait, moi, je fais de la compétition, c'est pour faire des résultats, faire des podiums. Je suis professionnelle, je me donne à 100% tous les jours, mais je veux des résultats. Et en fait, là, forcément, avec ce qu'on me proposait comme offre salariale, je disais, comment veux-tu que je fasse aussi des résultats avec cet argent que tu me proposes? Ça a été ma réflexion au manager, je l'ai dit. Dis-moi, là, j'ai 25 ans, je peux pas encore vivre dans mon propre appartement. L'année prochaine, moi, mon copain, il a acheté son appartement, donc là, ça y est, on s'est acté, on va habiter ensemble. Donc moi, il y avait aussi cette phase, j'en ai parlé au manager, je dis, moi, j'ai cette phase aussi de ma vie privée, là où ça va évoluer, j'ai envie de la faire évoluer. Je fais comment pour payer tout mon appartement, avoir une vie normale, et aussi me payer des stages à côté pour aller progresser comme, voilà, aujourd'hui, il y a tellement un niveau qui est Oui, ça, énorme. c'est intéressant ce que tu dis, te payer, te financer des stages, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans les professionnels, hommes et femmes font beaucoup de stages. Ouais. Aujourd'hui, c'est très clairement, quand ils ne sont pas sur le vélo en course, 80% du temps, ils sont en stage, mais beaucoup de coureurs se financent leur propre stage pour être performants. On a les stages début de saison qui sont payés, donc moi, j'ai été en janvier, en février en Espagne. Par contre, après, dans la saison, si toi, tu as une période, par exemple, de 15 jours, 3 semaines où tu es à la maison, et que tu as un objectif derrière, c'est toi qui payes ton stage pour aller en montagne une semaine, 15 jours en altitude. Et ça, en fait, avec ce qu'on me proposait, je ne pouvais pas le faire. Et en fait, aujourd'hui, le niveau dans les World Tour est tellement élevé. Quand je suis sur Instagram les meilleurs du World Tour, Demi Vollering, Van Vleuten, etc., elles sont toute l'année en stage, en montagne. Et forcément, ben, toi, tu arrives, j'habite en Bretagne, le terrain, il est génial, mais c'est pas de la C'est montagne. pas en altitude, ouais. C'est pas en altitude, c'est pas de la montagne. Et du coup, en fait, tout ça a fait que, ben, malgré que mes entraînements étaient sérieux et que je progressais, parce qu'en termes de watts, je faisais des watts cette année que j'ai battu plein de records, mais en fait, j'étais 50e, quoi, 180e. Et donc, forcément, cette question de l'argent, elle est rentrée en compte parce que bah, si tu veux être professionnel, il faut être payé un minimum pour pouvoir bah, voilà, acheter de la bonne nourriture, Ouais, euh, clairement, clairement, partir en clairement, stage, clairement. etc. Donc, c'est vrai que dans ces articles, ça, sauf que bah, forcément, bah, ils ont balancé vraiment les gros titres concernant l'argent. Mais en fait, c'était vraiment toute cette réflexion là qui a mûri dans ma tête. C'était ça, en fait. Bah, moi, je veux faire des résultats. Sauf que là, avec ce qu'on me propose, je peux pas me payer de stage. Donc, forcément, je vais pas faire de Je serais résultats. moins performante en fait. Tu savais dès maintenant que 2024, les conditions n'étaient pas réunies pour que tu sois plus performante en tout cas, que tu ne l'es. Et moi, prendre le départ d'une course pour juste prendre le départ d'une course, ça m'anime pas, c'est pas quelque chose qui m'anime. Et donc, je savais que j'allais forcément être moins motivée à aller rouler parce que Je je savais comprends. que j'allais subir pendant la course. Ouais, je comprends parfaitement. Et c'est tellement difficile, effectivement. C'est tellement. Enfin, faut l'avoir vécu pour comprendre l'approche d'une bosse, l'approche d'un col. Quand tu es déjà à Ouais. bloc et que tu sais que ça va envoyer du lourd devant, c'est compliqué. Mais ma question, c'est de dire, après cette prise de décision, est-ce que tu as essayé, ou alors est-ce que c'était couru d'avance, hein, tu n'avais pas l'envie, mais est-ce que tu as essayé de regarder peut-être dans d'autres équipes où, pour toi, la messe était dite et tu as envie de mettre fin à ce chapitre? Non, ouais, j'ai même pas cherché dans d'autres équipes. J'ai pas cherché du tout parce que ben je savais que en fait aussi vu les résultats que j'ai eu cette année, j'ai été très lucide là-dessus, hein. J'ai même pas envoyé de CV à des World Tour parce que je savais que j'allais pas être prise. Après voilà, on sait jamais, hein, on sait jamais, mais non, Non, tu laisses la porte ouverte quand même. Tu laisses. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pourquoi pas. pas. Non, mais tu vois, c'est vrai que ça me. Dans ta réflexion, bah, je me dis que voilà, peut-être quelqu'un qui t'a vu progresser, qui te suit depuis quelque temps. Et après, on a tous hein, dans un parcours, ben, à un moment donné, oui, un échec. Voilà. Alors, je sais pas si ça, on peut le considérer comme un échec. Mais à un moment donné, ça se passe pas comme on l'avait prévu. Voilà. Donc, et parfois, ben, il faut savoir aussi rebondir. C'est aussi des concours de circonstances, des rencontres. Ouais. Mm. Donc après, effectivement, on ne sait jamais. Si un grand directeur sportif écoute ce podcast, peut-être qu'il pourra te contacter sur Instagram. Voilà. C'est ça. Mais, Non, mais mais c'est après, intéressant en tout cas de connaître ton raisonnement. Ouais, c'est ça. Mais vraiment. après, voilà, comme je disais, moi, c'était vraiment, j'ai envie d'avancer dans la vie et j'ai pas envie
rester dans cette routine et mon train-train, non, et rester dans ma zone de confort. Et je savais que si je continuais comme ça, bah, j'aurais pu, hein, parce qu'on me proposait un contrat. Bien sûr. Mais j'aurais juste pris mon vélo le matin, faire 3 heures, mes exos de 30-30, et voilà. Et puis j'aurais fini ma course, j'aurais fait l'équipière, puis terminé, quoi. Mais j'ai envie de voir grand, d'avoir des beaux objectifs. Donc, je sais pas si c'est un échec. Pour moi, c'est pas un échec, en fait. C'est juste que je considère qu'en fait, du coup, je suis maître de ma vie aussi, de mon destin, et je reste pas dans ma zone de confort. Je pense qu'avec cette décision que j'ai prise, ça me servira aussi pour la suite à Ah, prendre clairement. des Clairement, décisions. clairement. Ça, c'est pour ça que je te l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir beaucoup de courage pour cette prise de décision quand on est professionnel, quand on a 25 ans, puis aussi qu'on a cette famille de sportifs dont le frère vient d'être sacré champion. Tu vois, indirectement, toi, tu le vis de l'intérieur, mais nous, de l'extérieur, ça peut être une certaine pression. Tu aurais pu te dire rien que juste avec ça. Bon, bah, je vais pas m'arrêter là, en fait. Je vais Ouais. continuer, tu vois. Et mentalement, ça aurait probablement été beaucoup plus dur l'année prochaine. Bah, en fait, moi, je l'ai pris dans l'autre sens, du coup. C'est vrai que quand bon, bah, j'ai mûri un peu mes réflexions, je me suis dit, en fait, c'est peut-être le beau moment, le bon et le beau moment d'arrêter. Voilà, c'est vrai que bah, là, on est super heureux. Axel est voilà, sur le toit du monde. Et en fait, je me suis dit, c'est peut-être le moment pour moi, c'est peut-être le beau moment d'arrêter sur le titre de champion du monde de mon frère. C'est sûr que ça aurait été plus compliqué pour moi d'arrêter si bah, il était blessé, qu'on était tous en déprime dans la famille. Mais non, ouais, je sais pas, c'était peut-être un signe, je sais pas, mais j'ai pris ça dans le sens inverse et je me suis dit que c'était peut-être la belle chose pour clôturer ce chapitre. Ouais, c'est vrai. Je pense que tu as probablement pris la bonne décision de toute façon. Mais je reviens juste sur cet écart chez les filles entre les continentales et les World Tour. Si toi, tu avais je ne vais pas dire une raison, mais une explication à cet écart-là. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, ça va de plus en plus vite. C'est spectaculaire. Ça fait d'ailleurs énormément d'audience et c'est très, très agréable à suivre. Les stratégies sont différentes. Cet écart entre les continentales et les World Tour, pour toi, c'est quoi la raison? C'est uniquement financier parce que les budgets sont plus importants. Donc, comme tu l'as dit, bah, plus de prépa, plus de stages, plus de performances, peut-être même du matériel plus performant. Comment Ouais. tu peux l'analyser? Et est-ce que c'est propre uniquement en France? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça en France, en Europe, peut-être même aux États-Unis. Est-ce que c'est différent? Quelle analyse tu peux faire sur justement l'évolution, le cyclisme féminin aujourd'hui? Mais alors en fait, je pense que donc c'était en 2021, l'UCI a mis en place un salaire minimum pour les World Tour de femmes. Donc à partir de là, c'est vrai que les équipes, elles ont été obligées de voilà, mettre un SMIC à toutes les filles. Donc bah c'est aussi plus d'argent, le sponsor donne plus d'argent. Oui, parce qu'avant, ce n'était pas le cas du tout, hein. Tu fais bien de le préciser. Ouais, pas du tout. Donc c'est vrai que même en World Tour, tu pouvais être payé 700 euros si tu acceptais d'être payé 700 euros. Et donc l'UCI a mis en place cette loi, voilà, du SMIC. Et donc là, forcément, bah, maintenant, quand tu es manager, t'as pas le choix. Donc je crois que le SMIC dans les World Tour, il est environ 100 euros. Donc ce qui est déjà bien, c'est très bien pour vivre et puis pour partir en stage et exercer ton métier de cycliste pro. Par contre, dans les continentales, à ce moment-là, il n'y a rien eu de fait. Donc, en fait, il y a, au niveau de l'UCI, pour le moment, il y a pas de SMIC dans les continentales. Il n'y a pas de reconnaissance quelque part. Il n'y a pas de reconnaissance de cette division. C'est ça. Et donc, en fait, forcément, quand tu mets des lois en place, des règlements en place pour les World Tour, pardon, bah forcément, le manager, il s'adapte et ça progresse. Parce que tout le monde est... Et puis bah, tu as les plus performantes. Si tu as un budget pour aller Voilà. chercher les plus performantes, ben, forcément, elles vont venir, très clairement. Exactement. Donc, forcément, tu as les meilleures filles mondiales. Ça fait des résultats. Tu as les meilleurs sponsors qui arrivent, entre guillemets, pour le matériel. Donc, les sponsors, ils ont beaucoup plus de visibilité. Donc, bah, l'année suivante, Non, mais bon, c'est on une va boucle sans augmenter le fin. budget. Donc, le budget, il augmente. Alors que dans les continentales, il n'y a pas tout ça. Voilà, moi, comme je disais, je n'étais pas vraiment payée. Du moins, pas énormément. Comme je disais, moi, je faisais pas forcément de résultats parce que ben, j'avais pas les conditions optimales pour aller chercher des résultats. Donc, ben, t'es moins visible aussi, voilà, dans les médias, à la télé. Et donc, bah, forcément, les sponsors, c'est plus difficile aller les chercher. Donc, bah, le budget des équipes est moins, quoi. Donc, en fait, un peu tout ça fait que bah, l'écart, il se crée de plus en plus parce que bah, les World Tour, en 2 ans, là, elles ont progressé, mais c'est impressionnant. Moi, quand j'ai commencé, donc c'était ma première année pro, c'était en 2020, et encore, ça allait, quoi.
Mais là, cette année, j'ai trouvé que le niveau, mais on peut plus rien faire. Enfin, on est un peu en figurant, j'ai envie de dire, parce qu'on sait qu'une fois que les meilleures équipes vont mettre en route, toi, tu vas sauter, quoi. Donc, C'est quoi? C'est la puissance qui fait la différence? C'est la puissance qui fait que c'est la puissance, c'est le matériel, c'est un tout, parce ouais, que c'est c'est un vrai, quand on tout. suit, alors nous on n'est pas dans le peloton, mais on regarde, et à un moment donné, c'est vrai, quand on voit la différence de puissance, de Ouais. watts qui sont développés, bon, bah, à un moment donné, ouais, c'est vrai que c'est difficile d'y aller, quoi. Bah, c'est ça, ouais, c'est un peu tout ça. Et par exemple, prends la meilleure équipe mondiale, SD Works cette année. Elles ont une ancienne coureur, donc Chara Marsh, qui est là, elle leur fait l'alimentation. Alors que nous, pendant ça là, on mange l'alimentation des hôtels qui n'est pas. Ah, C'est c'est un peu de clair. la grande. C'est la cantine, quoi. Ah, puis, alors, tu vois, de ce que tu me dis là, j'allais juste te dire que ne serait-ce que mentalement, t'es déjà battu. C'est des- Déjà mentalement, t'es déjà battu. C'est-à-dire que tu sais que toi, effectivement, tu vas avoir la restauration de Bah l'hôtel, oui. Mm. même si elle est très bonne, hein, voilà. Et que l'équipe d'à côté, elle a son cuistot. Déjà, rien que ça, mentalement, c'est déjà Ouais. sur la ligne de départ, ça pèse. Bah, c'est ça parce que on mange tous ensemble au resto. Et à chaque fois, je sais qu'avec mon équipe, on regardait la table des. On disait, oh, il y a ça, ça a l'air trop bon. Et nous, on allait chercher voilà, des petits haricots. Et c'est vrai que aujourd'hui, bah, tout ça fait que les performances sont là pour la SD Works. Je crois qu'elles sont à 60 victoires cette année. Ah, c'est Ah, énorme. ouais, non, mais c'est énorme. Ouais, C'est c'est énorme. énorme. Donc forcément, bah, le sponsor, il est hyper heureux hein, derrière. Donc bah, les sous, ils augmentent, le budget, il augmente. Alors que nous, pendant ce temps-là, ça régresse, quoi. Donc bah, ça devient compliqué. Est-ce que c'est propre à la France ou est-ce que c'est dans toute équipe continentale est concernée de la même manière? Ouais. Toutes les équipes continentales, elles sont concernées comme ça. Moi, je suis très copine avec Lucie Jounier, qui elle est à Coupe High Tech. Elle a même pas de vélo de chrono, quoi. C'est elle qui a dû Ah ouais. s'acheter un vélo de Ouais, chrono. là, Donc c'est clair, c'est compliqué. c'est vraiment, c'est France, quoi. Là, la FFC, par contre, ils ont mis cette année en place un petit SMIC, je crois, pour les contis. Je pourrais plus dire qu'est-ce qu'ils ont mis en place, mais j'ai vu que ça avait bien évolué. Donc ça, c'est bien parce que du coup, ça veut dire que la France, la FFC est concernée par ça et c'est un bon point. Mais non, c'est partout pareil, quoi. Moi, je parle souvent avec Lucie Junier, pareil, elle est dépitée, quoi. Comment tu veux, elle a même pas de vélo chrono. Donc c'est vrai que ça devient compliqué, quoi. Ouais, Hein. c'est vrai que ça doit être probablement frustrant et c'est intéressant tout ce que nous partage parce que ça nous permet de nous rendre compte tout le chemin. Ouais. Et il faut pas que le Tour de France féminin soit uniquement les paillettes quelque part et qu'on pense que ça y est, Mm. tout va bien chez les filles, elles sont au même pied d'égalité, le circuit est identique chez les hommes. Alors là, très clairement, avec ce que tu Ouais, viens ouais. de nous partager, de nous expliquer, ouais, il y a le Tour de France, c'est très bien et Ouais. Il y a autre voilà, chose à c'est faire un aussi. super événement. Mm. Comment? Tu disais? C'est bien, oui, il y a le Tour de France, mais il y a beaucoup de choses à faire aussi en interne avant de créer des grosses courses. Exactement. Bah, en fait, finalement, un peu comme moi, les filles, elles vont en avoir marre de subir et un jour, bah, elles vont dire, bah, on arrête, quoi. Mais malheureusement, enfin, bah, il nous faut des équipes continentales pour progresser et bah, voilà, comment dire ça? Ouais, créer des futures stars, on va dire, des futures pépites. Il faut des équipes continentales parce que les demi-vollering, etc., elles sont passées en équipe continentale avant d'aller gagner le Tour de France. Donc malheureusement, j'espère que voilà, ça va quand même évoluer là dans les années à venir. Sinon, ça va être compliqué, quoi. Mm. Ouais, c'est très intéressant. On arrive sur la fin de cet échange. Tiffaine, qu'est-ce que tu pourrais dire de par ton parcours, toi, à une petite fille, à une jeune femme, à une femme qui nous écoute et qui se dit moi, je fais du vélo, je rêverais de faire du vélo et le professionnalisme, j'en rêve, le Tour de France, j'en rêve. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces filles-là? Bah, moi, si je prends mon exemple un peu là de mon parcours, ce que j'ai toujours primé, moi, c'est déjà d'être heureux sur ton vélo. Si t'es pas heureux et si tu vas à l'entraînement à reculons, ça fonctionnera jamais. Parce que comme on le disait tout à l'heure, le cyclisme, c'est tellement dur, mentalement, physiquement, que déjà, il faut se faire plaisir. Et parfois, voilà, même si t'as pas envie de faire tes 3 heures qui sont au programme, bah, fais 2 heures, mais amuse-toi, fais des pancartes, fais des sprints, ce sera toujours plus bénéfique que bah, d'aller faire ces 3 heures en rechinant, juste en endurance. Moi, c'est ce que je faisais parfois avec Axel. Bah, des fois, on s'amusait sur le vélo, tout simplement. Et je prends l'exemple aussi de mon frère. Il s'amuse sur son vélo. Il s'amuse. Il est très sérieux. Il sait où il veut aller, mais il s'amuse. Et c'est comme ça que ça marche.
moi, je dis toujours, bien dans la tête, t'es bien dans le corps. Donc, je pense surtout que c'est là, ouais, la santé mentale qui est importante. Je pense à ça là en disant ça. J'ai vu qu'il y avait Olivier Bénédicte qui arrête là aussi. Elle était dans une équipe continentale et elle a dit, je pense à moi et ma santé mentale d'abord. Donc, voilà, c'est très important aujourd'hui d'être heureux sur son vélo. Et puis oui, continue à rêver parce que le cyclisme féminin, voilà, là, on a un peu évoqué les mauvais côtés, mais c'est vraiment une superbe expérience. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes et non, c'est vraiment un beau monde, le vélo et le sport en général, hein. De toute manière, c'est vrai que c'est une belle école de vie. Donc, se faire plaisir et aller au bout de ses rêves, c'est le plus important. Bon, en tout cas, un grand merci pour ton témoignage, du temps que tu nous as consacré. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Tiffaine? Ouais, bah là, c'est vrai que du coup, je suis encore un peu en contrat, là, encore 2 mois. Mais c'est vrai que du coup, après, là, pareil que le vélo, j'ai envie de rêver grand et avoir de beaux objectifs. Donc moi, du coup, avec ma licence, là, d'information communication, c'est vrai que j'aimerais bien, bah voilà, rester dans le vélo et dans la communication. Donc j'ai mon auto-entreprise. Donc, voilà, je suis un peu en train de mettre tout ça en place. Mais voilà, surtout d'être heureuse bah voilà, de découvrir ma nouvelle vie tout simplement parce que c'est vrai que ça change, ça change depuis Clairement. avoir. Mais c'est une très belle expression, découvrir ma nouvelle vie. Ouais, non, c'est une Ça. très belle expression parce que tu vas effectivement le 31 au soir fermer un chapitre de ta vie et le premier en rouvrir un autre et c'est toi qui vas écrire ses propres lignes. Donc en tout cas, voilà, un grand merci à toi pour ça. On va suivre ça avec grand intérêt. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur pour la suite de ce chapitre, la suite de cette aventure. Et puis, bah, écoute, j'espère un jour avoir l'occasion et le plaisir de te croiser. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, Tiffaine. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.